Christine Boutin, bonjour, bienvenue au Salon des comités d'entreprise. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Nous vous connaissons plus sur des sujets sociétaux que sur des sujets propres au social et au droit du travail. Donc c'est l'occasion pour vous de vous exprimer là-dessus. Et j'allais dire que pour une première question, je vais poser la même à tous les candidats et à tous les acteurs politiques qui vont venir sur le salon, puisqu'elle se pose quelquefois. Est-ce que vous seriez pour ou contre le droit de veto donné au comité d'entreprise dans le cadre des licenciements économiques ? Je pense que je n'ai pas une position d'opposition au droit de veto. Je pense que le droit de veto nécessite véritablement un changement de climat et de culture au sein de l'entreprise. Il faudrait, pour qu'il puisse y avoir un droit de veto, que le comité d'entreprise soit vraiment partie prenante de l'entreprise. Aujourd'hui en France, l'entreprise, elle est construite avec un seul responsable, le patron, le chef d'entreprise. Je pense que si on voulait prendre l'exemple allemand, sur le modèle allemand, où le veto se pratique, eh bien, il faudrait que nous changions notre culture et que la décision ne repose plus sur un seul homme, c'est-à-dire le patron, mais sur l'ensemble et en particulier le comité d'entreprise. À ce moment-là, si tout le monde travaille dans le sens du développement et de l'intérêt supérieur de l'entreprise, je pense que le droit de veto est possible. Oui. Donc oui, c'est sur l'exemple allemand sur l'exemple allemand qu'on évoquait cela. Alors, dans les entreprises aujourd'hui, le climat est très dur. On a lu souvent des problèmes de souffrance en entreprise. Alors, vous qui êtes sensible à l'humain, on a eu l'occasion de le voir, sur le programme que vous allez défendre, est-ce que vous avez une ligne politique pour lutter contre la souffrance au travail ou permettre aux entreprises d'avoir plus de moyens de lutter contre la souffrance, le stress et les tensions ? Vous savez, le problème de la souffrance au travail, malheureusement, je pense que nous sommes dans une société où il y a beaucoup de souffrance, où en réalité, comme vous l'avez dit fort justement, l'humain devient de plus en plus une variable d'ajustement. Et naturellement, ça se traduit aussi dans l'entreprise. Mais tout à fait récemment, j'ai été du reste très choquée par cela. On parle de la souffrance à l'école. C'est-à-dire que partout où nous vivons, la souffrance dans la famille, la souffrance sur le lieu de travail, la souffrance à l'école, tout le monde est en situation de souffrance. Alors, ce qui nous est renvoyé par votre question, c'est de savoir quelle est la société que nous construisons, où en fait, chacun des lieux où nous vivons, il y a maintenant des lieux de souffrance. Alors, puisqu'on est ici au salon du comité d'entreprise, bien sûr, il faut regarder celui sur le travail. J'ose espérer qu'aucun partenaire, qu'aucun des acteurs de l'entreprise n'a envie de développer la souffrance, mais c'est un fait qu'il y a du harcèlement moral, du harcèlement financier, du harcèlement psychologique, et qu'il faut essayer de diminuer tout cela. Alors, vous me posez la question, est-ce que vous voulez nous donner davantage de moyens ? Oui, moi je veux donner davantage de moyens, mais des moyens qui permettent à chacun d'être heureux et de ne pas avoir comme objectif de vie de créer la souffrance pour celui avec lequel on travaille. Parce que souvent, c'est ainsi que ça se produit. Alors, un facteur de souffrance au travail et de stress, c'est aussi la peur de perdre son emploi. Oui. L'emploi, c'est quelque chose de très important. Le président de la République s'est exprimé là-dessus dimanche avec des mesures. Quelles seraient vos mesures, celles que vous défendez dans votre programme pour favoriser l'emploi ? Alors, cher monsieur, vous allez certainement être très surpris par ma réponse. En réalité, aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, le problème qui est posé, c'est la reconnaissance de la personne. Or, aujourd'hui, on a une reconnaissance de la personne à partir du moment où on a une activité salariée. Toutes les activités non salariées ne sont pas des valeurs de reconnaissance de la personne. Pourtant, il y a beaucoup d'activités qui ne sont pas salariées et qui participent au développement économique et à la richesse de ce pays. Première chose. Deuxième observation. On a pensé pendant très longtemps qu'on rentrait dans une entreprise et que toute la carrière se ferait dans une seule entreprise. La conséquence de cela, c'était naturellement le contrat à durée indéterminée. Et tout le monde demande le contrat à durée indéterminée. Or, nous sommes dans un temps, dans ce début du XXIe siècle, où en réalité, plus personne ne fera toute sa carrière dans une seule entreprise, et qu'il faut beaucoup de souplesse, beaucoup d'adaptation au monde économique. Donc, je ne crois pas que le CDI, qui est pourtant considéré comme une garantie, soit au contraire une véritable
perspective d'avenir. Le CDI, ce n'est pas une garantie pour le salarié, c'est une règle du jeu. C'est-à-dire que le CDI, qu'on veut nous faire comprendre qu'il n'est plus obligatoire et qu'il n'est pas une garantie, c'est quand même la règle du jeu imposée par les banquiers, par les propriétaires, ne serait-ce que pour se loger. Donc, oui, mais c'est à ça qui sert le CDI. Cher monsieur, vous avez raison de le souligner, et merci de le souligner, mais en réalité, ni les banques ni les propriétaires sont adaptés à la réalité du monde d'aujourd'hui. Quand on exige aujourd'hui un CDI pour avoir un prêt dans une banque, eh bien, on n'est plus dans l'actualité réelle, économique, temporelle du XXIe siècle. Donc c'est un problème culturel qui se pose. Oui, mais ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ce serait de permettre à des gens d'avoir ces règles du jeu acceptées par les banquiers avant de leur imposer à eux-mêmes. Ah oui, mais je suis d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle moi je pense qu'il faut revoir complètement tout notre système de répartition de la richesse. On aura peut-être l'occasion d'en parler, ce qui assure à tout le monde d'avoir un minimum pour vivre. Alors, on a parlé de l'emploi, on a parlé de la souffrance au travail. Certains ont peur aussi de ne plus pouvoir faire face à leurs factures, puisque le nombre de travailleurs pauvres a explosé. Comment on peut faire reconnaître justement son travail et gagner, dans un pays comme le nôtre, suffisamment pour se loger, se nourrir et se soigner, qui semblent être les premiers besoins dans une république? Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui a été complètement dirigée par une finance qui est devenue folle, que plus personne ne contrôle et qui est virtuelle. Et parallèlement à cela, nous avons des salaires qui, dans notre pays, ne sont pas suffisamment importants. Enfin, moi, je le pense profondément. Je crois qu'il y a un niveau de salaire qui est trop bas et qu'il est très difficile de pouvoir vivre avec un seul salaire. Ce qui entraîne naturellement pour tout le monde d'être à deux et de travailler pour pouvoir vivre. Et même quand on est à deux, c'est difficile en région parisienne d'arriver à se loger, par exemple, sans avoir des difficultés de fin de mois, quand on a un salaire moyen. Donc moi, je suis favorable à ce qu'on remonte les salaires et je pense que pour l'instant, il s'agit simplement d'une volonté. La finance telle qu'elle a été construite est une finance virtuelle. Donc je ne vois pas pour quelle raison il ne pourrait pas y avoir une augmentation sérieuse des salaires. Donc c'est une partie de l'exemple allemand qu'on ne suivra pas, puisque l'exemple allemand, c'est certains ont manifesté pour que dans certaines branches, il n'y ait pas de salaire inférieur à 750 €. Oui, Comment on ferait pour se loger avec 750 € à Paris? C'est pas possible, c'est absolument impossible. Donc on a touché là la limite de l'exemple allemand, dont on parlait tout à l'heure pour le droit de veto. Oui. Il faut aussi que les mentalités au niveau des pouvoirs publics changent aussi. Mais vous savez, bon, c'est bien de regarder chez nos voisins et chez les Allemands ce qu'ils ont fait, c'est très bien. Mais enfin, nous sommes aussi français, nous avons aussi notre culture, nous avons aussi nos idées, et je pense qu'on peut être aussi un peu indépendant. Puisque vous avez été membre du gouvernement, c'est une interrogation que j'ai depuis des lustres. On entend l'exemple japonais, puis l'exemple scandinave, puis l'exemple allemand. Mais est-ce que dans d'autres pays, certains parlent de l'exemple français? Écoutez, je pense qu'effectivement, il faudra en parler peut-être un peu plus. Mais vous savez, actuellement, où je suis en train de faire tous les villages de France, en tous les cas sur un certain chemin de Compostelle, où je vois des communes de petites dimensions, de grandes dimensions, des maires de gauche, des maires de droite, je les vois tous. Je suis quand même très étonnée de voir à quel point toutes nos communes sont quand même dans un état magnifique d'équipement, d'aménagement urbain, vraiment, moi je me pose la question de savoir si en réalité tous, nous n'avons pas participé depuis un certain nombre d'années à vivre au-dessus de nos moyens, très sincèrement. Vous savez, quand on a des travaux à faire dans sa maison, dans son appartement, en général, vous avez différents niveaux de travaux qui sont acceptables. Et en général, vous prenez celui qui correspond à votre budget. Eh bien, moi, j'ai plutôt l'impression que depuis un certain nombre d'années, nous avons des exigences qui sont bien au-dessus de nos capacités financières. Et vous voyez, je vous en fais la confidence, je suis assez choquée à la suite de cette proximité que j'ai actuellement du territoire français, de voir combien ces équipements sont d'extrême qualité et qu'à côté, vous avez des gens qui n'arrivent pas à se loger et qui meurent de faim. Franchement, je trouve que nos choix n'ont pas été véritablement tournés vers la personne humaine. Et ça nous remet devant notre vérité. Alors, la candidate Christine Boutin pourra-t-elle avoir les 500 signatures au 19 mars au moment des dépôts Est-ce que ça s'arrange ou pas Alors, ça s'arrange un peu depuis que j'ai décidé de faire ces chemins de Compostelle. J'ai un petit peu plus de montée. Hier, j'avais 245 signatures, ce qui était une forte progression par rapport à la semaine dernière.
Je vais voir ce qui se passe cette semaine. Disons que c'est encore possible, mais c'est quand même très difficile. Tout a été verrouillé, mais apparemment de l'autre côté aussi. Hein. Oui, oui, ça a été verrouillé partout. Mais même, si vous voulez, le problème, c'est que nous sommes dans un système qui est en train de se crisper complètement. Tout le monde a peur. Mais ça, alors je pense que dans un temps où la solidarité entre les uns et les autres se fragilise, le véritable sentiment que nous partageons par rapport à la liberté, l'égalité, fraternité, ce n'est ni l'un ni l'autre, mais c'est la peur. Tout le monde a peur de quelque chose. Alors, les maires, ils ont peur de leurs habitants, qui, s'ils prennent position, on va leur en vouloir. Ils ont peur de leur conseil municipal, parce que le conseil municipal rassemble toutes les tendances, donc il ne faut pas soutenir un. Ils ont peur parce que le PS et l'UMP ont donné des ordres. Ils ont peur pour eux-mêmes. Il y a une espèce d'autocensure, tout le monde a peur et tout le monde met le parapluie. Et je pense que c'est très inquiétant, parce que nous sommes dans une société très en crise, très en difficulté, où il va falloir se remettre en cause profondément. Et ce n'est certainement pas le parapluie ouvert et la crispation qui va nous permettre de nous redynamiser. Franchement, alors je pense, pour revenir à mes signatures, je pense qu'il est encore possible que je puisse les avoir. Si le frémissement que j'ai senti à la fin de la semaine dernière, début de cette semaine, se poursuit, mais c'est quelque chose d'excessivement difficile. Alors, si Christine Boutin n'a pas ses signatures, qu'est-ce qu'elle va devenir après dans sa vie politique? Mon avenir n'a pas grand intérêt. Vous savez, j'arrive à un âge de la maturité où voilà, on voit les choses avec beaucoup plus de recul et d'abandon. Non, ce qui est important, c'est de savoir ce qui va se passer. De toute façon, je suis tout à fait consciente d'être une candidate de premier tour, ce qui est l'intérêt du reste de l'élection présidentielle. Le premier tour est là pour permettre aux candidats de premier tour, qui justement ne sont pas en situation de responsabilité, de proposer des idées nouvelles pour alimenter la réflexion de ceux qui seront en position de responsabilité. Donc je suis une candidate de premier tour. La question se posera à un moment, soit avant le premier tour si je n'ai pas mes 500 signatures, ou s'il y a un risque de Front National, parce que je ne ferai prendre aucun risque à la France par rapport au Front National. Donc soit j'aurai un moment de négociation avant le premier tour, si je n'ai pas mes signatures, ou après le premier tour, au moment de passage au deuxième tour. Parce que d'accord ou pas avec les idées de Christine Boutin, il faut quelqu'un qui fasse avancer toutes les idées, c'est la démocratie. Absolument. Donc il faut que vous puissiez après continuer à affirmer ce que vous affirmez, parce que ça fait partie de la diversité. Mais bien sûr, mais vous savez, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux maires. En réalité, aujourd'hui, la démocratie est profondément fragilisée. En tous les cas, moi, c'est ce que je constate avec ce problème des signatures. Le fait que le système se crispe et même se verrouille complètement fait que les minorités n'auront pas le droit de s'exprimer. Il y a si j'étais toute seule à ne pas pouvoir avoir mes signatures, bon, ça serait Christine Boutin, son projet, etc. Mais ce n'est pas le problème. C'est qu'on est plusieurs comme ça. Et moi, je peux le dire parce que j'ai été ministre, je suis une femme politique connue depuis un certain nombre d'années, donc je peux alerter. Et du reste, je pense que c'est mon devoir moral. Mais si la démocratie en France est fragilisée, vous voyez bien que c'est un des gènes de notre identité française qui est touché. Nous donnons des leçons au monde entier de démocratie. Nous allons même à l'étranger pour montrer comment il faut mettre en place la démocratie. Et chez nous, nous sommes dans un système où, depuis le départ, on sait qu'il y aura 2, 3, 4 candidats, mais les autres n'ont pas le droit de s'exprimer. Quand un courant minoritaire n'arrive pas à s'exprimer, je laisse aux Français le soin de désigner, de le qualifier. Je crois que c'est un super mot pour la fin de cette interview. On vous remercie encore d'être venu nous rendre service au salon, nous rendre visite au Salon des comités d'entreprise. On espère vous revoir bientôt. J'espère bien. Merci beaucoup Christine Boutin, à très bientôt. Merci à vous et bon courage à tous. C'est un beau salon que je découvre puisque c'est la première fois que je viens sur ce salon et je trouve qu'il est très beau, très dynamique, ce qui montre quand même qu'il y a encore de l'espérance dans notre pays. Je vous remercie. Eh bien, à vous revoir bientôt. Merci.